également? Rupture parce qu'en fait, il y a un an, s'est passé une dissolution. Donc, ayant perdu les élections législatives, il a dû composer avec différentes forces politiques, notamment les Républicains. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'agenda législatif et de l'agenda exécutif qui ne lui appartient plus. Et il est en situation à la fois où il est quand même maître, parce que c'est quand même sa majorité qui est au pouvoir, mais dans le même temps, il est également en période de cohabitation. Et à ce moment-là, lorsque vous discutez avec les personnes qui sont avec lui à l'Élysée, c'est qu'ils ont théorisé ça. Ils font à peu près la même tactique que François Mitterrand lors des deux périodes de cohabitation de 86 à 88 et de 93 à 95. Qu'est-ce qu'avait fait François Mitterrand pour émerger en termes de cote de popularité? Il faut le rappeler, François Mitterrand perd les élections législatives à 2 reprises, et pour se relancer, il se place comme un président arbitre. Et donc, pour un président arbitre, ça vous permet à la fois de donner votre avis et en même temps de ne pas être responsable de la prise de décision en disant « moi j'aimerais faire ça ». Mais regardez, je suis bloqué par Bayrou qui n'est pas assez bon pour appliquer mes décisions et je suis bloqué par ces réactionnaires des Républicains qui veulent aller contre une politique écologique. Ça vous permet en fait de vous placer en surplomb et de vous adresser à des électorats qui vous ont quitté, notamment, quels sont les électorats qui visent les jeunes, les gens de gauche, soit les personnes auxquelles il a le plus augmenté depuis le début de l'année, notamment depuis les prises de position contre Donald Trump et sur l'Ukraine. Et enfin, dernier point, il prend date éventuellement en cas de si Bayrou tombe. C'est-à-dire qu'il y a un risque pour que François Bayrou tombe, notamment à l'occasion du budget. Et à ce moment-là, il se préempte une place pour pouvoir reprendre la main et pour pouvoir remettre ses idées en avant en disant bah regardez, vous avez censuré Bayrou pour ça, mais si vous me remettez moi, notamment parce qu'il aura besoin de la gauche pour imposer un nouveau Premier ministre, bah je pourrais mettre en place une politique écologiste, donc il dessine un contour de l'après-Bayrou si celui-ci est censuré à l'occasion du prochain budget. Alors parmi les tournants qu'a pris la Océan, qui aura lieu à Nice, où il va être forcément mis en vitrine. Oui, je pense qu'il y a 3 sujets. La première, ce qui le préoccupe, de sources sûres, c'est l'après-Macron. C'est-à-dire quelle trace il laissera dans l'histoire de France et quelle trace il laissera auprès des Français. C'est-à-dire quelle image de marque il donnera. Est-ce que ce sera davantage François Mitterrand? Est-ce que ce sera davantage Jacques Chirac, François Hollande ou le général de Gaulle éventuellement? Et donc, il veut mettre des totems, ce qu'on appelle ça des totems, c'est-à-dire des traces et des marqueurs qui sont forts. Par exemple, Chirac avait marqué notamment sur le refus de la guerre en Irak. François Mitterrand avait marqué sur la construction européenne avec Jacques Delors. Et le général de Gaulle avait marqué, bon, parce que c'est le général de Gaulle, mais Emmanuel Macron veut marquer et préempter un espace. Lui, ce qu'il a besoin, c'est que le macronisme survive à Emmanuel Macron comme le mitterrandisme a survécu à François Mitterrand, donc avec le socialisme, et le gaullisme a survécu au général de Gaulle. Or, il a une difficulté, c'est qu'il y a un sondage d'opinion qui est sorti en début de semaine qui montrait que 70% des Français pensaient que le macronisme serait terminé après Emmanuel Macron. Donc, il doit montrer ce que c'est que l'essence du macronisme. Or, l'essence du macronisme, c'est un équilibre entre la gauche et la droite, et ce qu'il avait appelé le fameux « en même temps ». C'est-à-dire mener une politique de droite en faveur des entreprises, tout en menant une politique écologique. Et donc lui veut montrer que c'est possible en prenant le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Il veut également montrer, et parce que ça tend dans une certaine direction, c'est ce qu'il dit à peu près, que ça tend davantage vers la droite avec des ministres qui sont populaires et qui marquent l'opinion, comme Retailleau et comme Darmanin. Et lui veut montrer que le gouvernement est toujours hétéroclite. Seulement les personnes qui sont plutôt sur la tendance écologiste, comme Agnès Pannier-Runacher, etc., ne sont pas visibles, n'arrivent pas à imprimer dans le débat public. Et donc c'est lui qui doit faire tenir l'essence du macronisme. Le deuxième point, je pense, qui est important pour lui, c'est ensuite après de commencer à préempter des marqueurs pour la suite s'il veut revenir dans le jeu politique. Or, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que s'il revient avec exactement le même programme sur lequel il a perdu il y a un an, bah, il refera une nouvelle dissolution et il perdra de nouveau. Donc, il doit commencer à préempter des nouveaux programmes en disant bah, regardez, avec moi, c'était pas si mal. On est passé, c'est ce qu'il dit dans l'interview, on est passé de 1% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à 4,5%. Donc, lorsque la gauche dit que je suis pas assez écologiste, c'est pas totalement exact. Et lorsqu'il dit que je suis pas en faveur du travail, bah, en fait, il veut montrer tout ça et montrer qu'il y a une forme de nouveau Macron, un changement avec Macron dans la continuité. Avant que vous abordiez le troisième point oui. Des voix macronistes, c'est aussi votre avis ou pas? Oui, parce que lorsque vous regardez notamment les enquêtes d'opinion, basées sur une chose qui est très simple. Lorsque c'est Édouard Philippe qui est candidat pour les macronistes, donc quelqu'un plutôt de centre-droit, ancien jupéiste, etc., et ben, il est à peu près plutôt haut. Il termine devant Bruno Retailleau. Lorsque c'est pas Édouard Philippe qui est candidat, mais c'est Gabriel Attal qui est testé à la place, donc qui vient plutôt du Parti Socialiste, qui a été dans le cabinet de Marisol Touraine avant de commencer sa carrière chez Macron, et ben, il termine derrière Bruno Retailleau. Donc, pendant ce temps, qu'importe l'hypothèse, le score de Marine Le Pen ou de Bardella ne change pas. Donc ça veut dire qu'en fait, Bardella reste et Le Pen reste à ce niveau-là. Et en fait, la variable d'ajustement se fait entre eux. Et donc le circuit d'électeurs se fait entre les macronistes et les républicains. Et je pense que c'est ça la difficulté d'Emmanuel Macron, et c'est ça la difficulté de l'ensemble des macronistes, c'est qu'en fait, leur électorat leur échappe et ils ont besoin de préempter des nouveaux sujets pour que l'électorat revienne chez eux. Or, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas préempté beaucoup de thèmes. Ils ont changé beaucoup d'avis sur beaucoup de sujets. Sur le nucléaire, ils étaient contre le nucléaire avant d'être finalement pro-nucléaire.
Sur la bagnole, ils ont alimenté la crise des Gilets jaunes avant finalement de faire des crédits en faveur de la bagnole. Et puis ensuite, après, ils sont revenus dessus. Notamment sur les transports, en fait, sur un certain nombre de sujets, ils ont changé beaucoup d'avis. Même sur la question d'Israël-Palestine, ils étaient d'abord pro-israéliens, puis ensuite, après, maintenant, Emmanuel Macron va reconnaître la Palestine. Qu'importe, en fait, le sujet, c'est pas de dire il y a tel ou des bons points. Il y a 3 ans, il était question d'envoyer une force internationale à Gaza. Pour lutter contre le Hamas et contre l'ensemble du terrorisme. Donc, en fait, il y a un certain nombre de points où l'identité macroniste est floue. Donc vous avez un certain nombre d'électeurs qui, en fait, vont revenir à la maison originelle. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent éviter. Ils veulent éviter que des électeurs de gauche repartent au Parti socialiste et reviennent à la maison commune avant 2017, et ils ont peur que les électeurs de droite reviennent à la maison commune auprès de Bruno Retailleau. Et si par cas les électeurs partent des deux côtés, en fait vous avez un centre macroniste qui pèsera quasiment plus rien, et donc à la fois Renaissance n'a aucune chance de gagner les élections, et surtout vous avez un président de la République qui en fait a perdu la main et qui apparaîtra comme une parenthèse aux yeux des Français. En fait c'est une parenthèse de 2007 à 2027 en disant regardez, il a fait le trou des deux partis de gouvernement, et finalement les deux partis de gouvernement reviennent en puissance avec le PS et les Républicains. D'où l'urgence pour ceux qui souhaitent arriver à l'Élysée tôt ou près. Non, ce qui est sûr, c'est que ça le titille, parce que ne pas avoir de majorité, ça le titille depuis 2022. Il l'a dit à plusieurs personnes, notamment depuis qu'il avait perdu la majorité relative en 2022. La difficulté qu'il a, elle est double. Je pense que depuis mercredi et depuis l'élection d'Olivier Faure, cette hypothèse est quasiment morte, parce que la seule hypothèse pour laquelle le bloc central allié aux Républicains pourrait avoir une majorité absolue, c'est dans l'hypothèse d'une gauche divisée. Or, l'élection d'Olivier Faure marque quand même une alliance avec la France insoumise dans l'hypothèse d'une dissolution et de prochaines élections législatives. 2, la difficulté qu'il a est quand même les sondages d'opinion. C'est-à-dire que tout le monde baisse, le bloc central baisse, le bloc de gauche baisse, et c'est le Rassemblement national qui monte. Donc s'il provoquerait une nouvelle dissolution, ce serait au bénéfice du Rassemblement national, et il amènerait de plus en plus Bardella et Le Pen aux portes du pouvoir à 2 ans de l'élection présidentielle. Et après, moi j'ajoute un dernier paramètre, c'est que dissoudre, mais pourquoi faire ? C'est-à-dire quel projet il va vendre aux Français, et les Français vont dire vous avez eu 1 an pour gouverner le pays, vous avez augmenté les impôts alors que c'était une promesse macroniste de ne pas augmenter les impôts, vous n'avez pas réduit l'insécurité, vous n'avez pas réduit la dette, vous n'avez pas réduit les déficits publics, donc si vous voulez dissoudre, c'est pour quel projet ? Et c'est là où il va y avoir une difficulté de présenter quelque chose de cohérent. D'autant qu'il semble que les Français n'aient pas trop apprécié cette séquence. Regardez le sondage de la Tribune. Souhaitez-vous une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ? Non, 65%. Donc là, on est à 2 tiers, 1 tiers. Il y avait une autre question qui était intéressante. Elle arrive. 1 an après la dissolution, pensez-vous que c'était une bonne décision ? Non, 71%. Là, on est au-delà des 2 tiers des Français qui disent que ce n'était pas une bonne décision. Donc, pas de